Franchement, au début, voilà, on nous a ri au nez. Hein. Quand je suis parti voir mes potes, j'aurais dit, ouais les gars, faut qu'on construise un centre médical pour des enfants atteints d'handicap. En plus, c'est pas un dispensaire où tu as... Oui, en plus, c'est pas petit handicap. Voilà. Pour les gens qui... Quand je finis ça, je vais vivre là-bas avec eux. Ça y est, c'est le projet d'une vie en fait là. C'est pas moi qui va le finir, c'est mes enfants. J'ai enfin trouvé le sens à ma vie. Mais t'as une histoire avec le médical, t'as une histoire avec les enfants. Rien du tout. Moi de base, je suis un peu heureux moi. Moi, je vais pas au médecin. C'est quoi la plus grosse erreur que t'as fait? Alors nous, on a tout fait à l'envers. Moi, au début, quand je leur ai dit je vais construire un hôpital, ils m'ont dit retourne dans ta cuisine à couper des tomates. Il y a des enfants, ils se sont levés pour la première fois de leur vie ici. Ouais. Voilà. Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Bon, bienvenue dans le podcast Sens. C'est une première pour moi de faire un podcast, etc. Et c'est pour ça que je suis trop content d'avoir mon frérot Piro avec moi. On est en direct du Sénégal et du coup, grande fierté d'être avec toi mon frérot. Merci, Piro. mon frère. Merci Adé. On est où frérot? Alors là, on est à Pout, on est dans le plus grand centre médical pour enfants atteints d'IMC du Sénégal. Ok. Donc ce centre, il a été inauguré le 13 juillet. Donc après 4 longues années de combat et de bataille de levée de fonds. Okay. Mais aujourd'hui, voilà, c'est là et on accueille plus de 54 enfants dans le centre. Incroyable. C'est un truc de ouf. Le spot est juste ouf, c'est pour ça que je voulais le faire absolument ici. Parce qu'en fait, l'endroit, c'est rare de voir des trucs aussi ouf au Sénégal. Frérot, moi je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, tu te rappelles ou pas? Bien sûr. Ça a été, On était dans les bureaux de Smile Movement à Webedia. C'est ça. Et t'étais avec ton frérot. Avec Walid. Walid. Et tu m'as parlé de ce projet-là. C'était un truc de ouf. Hein. On était arrivé, on était à la moitié du projet et c'était un moment où on commençait à s'essouffler. C'était quand, 2022? 2022. Ouais, c'est ça, 2022. Ouais. C'était début 2022, je crois, hein, c'est ça. Ouais, ça devait être ça, ouais. Donc c'était un moment où on avait commencé à récolter depuis un petit moment, mais on arrivait à un moment où les gens commençaient à être épuisés. Ouais. Donc de donner de l'argent chaque fois. C'est un projet qui coûte juste combien? C'était quoi il nous a coûté 300 000 €. 300 000 €, ok. Ouais, il nous a coûté 300 000. En mode cagnotte. En mode cagnotte, en mode démarche. On est parti démarcher les sociétés, on a fait plusieurs événements. Ouais. Quand on a fait du vélo jusqu'à Perpignan, on a fait... Moi, du coup, c'était là-dessus qu'on faisait... Exactement. Je crois que t'en revenais ou un truc comme ça. on venait de revenir de Perpignan. Et moi, je partais au Sénégal, genre 2 semaines après, je crois. Ouais. Je partais 2 semaines après au Sénégal et tu m'as dit, ouais, il y a un projet. Moi, je me suis dit, mais ou c'est du mytho. En vrai, ou c'est du mytho, ou c'est complètement fou ce qui se passe, il faut que j'aille voir. C'est ça. C'est exactement que j'aille voir. Et du coup, j'étais allé. Et donc, à la base de base, pour que les gens ils se rendent compte, en vrai, il faut que tu m'expliques comment... En fait, je veux que tu m'expliques la première fois parce que moi, c'est quand t'as décrit, quand on était dans ce bureau-là, quand t'as décrit ce que t'as vu, je me rappelle, j'ai vu tes yeux et je me suis dit, attends, il faut que j'aille voir parce que le gars là, il a été kécho. Ah bah oui. Raconte-moi juste là, quand t'es arrivé au Sénégal, comment t'as découvert ce projet-là, etc. C'était quoi? Déjà, pourquoi t'étais au Sénégal? Alors nous, on était là pour faire un forage. On était accompagnés d'une autre association. Okay. Donc on les a accompagnés. Et la personne qui nous servait de guide pendant ce voyage tenait absolument à qu'on voit des enfants. Donc il nous l'a répété plusieurs fois. Il faut qu'avant vous partez, vous allez voir des enfants, il faut que je vous ramène voir des enfants. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit que on était obligé d'y aller avant de partir. Et puis voilà, on est tombé sur cette case où on a trouvé plus de 25 enfants au sol, sur des matelas gonflables. Je me rappelle, c'était la période de pluie. Et donc le toit il était en zinc, il y avait des infiltrations. On arrivait au moment du bain, les enfants prenaient leur bain dans des bassines. Donc en plus d'être vraiment immobiles et tout, ils étaient vraiment dans tous les sens dans ces... Ouais, du coup c'est des gamins atteints d'IMC, IMC c'est ça, IMC, autisme et trisomie 21. Mais en majorité c'est de l'IMC qu'on traite. Immunité motrice cérébrale. C'est ça, infirmité motrice cérébrale. Et du coup, ça correspond à quoi, juste pour qu'on capte un peu? C'est à la naissance, c'est une infirmité qui vient dès la naissance. Donc, soit elle atteint les cellules du cerveau, ou les cellules du cerveau et les membres que l'on a, donc les jambes, les bras, même les cordes vocales. Il y en a, ils sont paralysés au niveau des cordes vocales. Okay. Donc, vraiment, c'est un handicap très lourd. C'est un handicap très lourd. Nous, je me rappelle ce jour-là, comme je te dis, on est arrivé au moment du bain et on a vu ça. Donc on était 3 de mon association. On est tous sortis un par un pour aller pleurer, tout simplement. Je rougis pas de le dire. Et en fait, on a tous choisi la même cachette. Donc on s'est retrouvés dans la même cachette en train de pleurer. Et on s'est dit,
Bah en fait les gars, on n'a pas pu venir ici par hasard et on peut pas en rester là. Ou simplement mettre un pansement, rentrer en France et envoyer 100 € tous les mois, se dire que voilà, on a fait notre part du travail. Ouais. On tenait vraiment à changer radicalement la vie de ces enfants et ça passait par un nouveau lieu, un lieu qui pouvait vraiment accueillir ces enfants dans des conditions convenables. Avec un suivi médical, avec des personnes compétentes pour les suivre. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là, mais ça a été très très compliqué, c'était très très dur durant ces 4 années là de bagarre. Juste on va revenir au tout début. Pourquoi toi tu fais de l'associatif? Tu viens d'où? C'est quoi ton parcours en vrai? Pourquoi tu fais de l'asso en vrai? Tout simplement parce que je kiffe. Toi tu viens d'où? Moi je viens de Sartrouville, je suis de Sartrouville, je suis de banlieue parisienne, je suis d'origine tunisienne. Ouais. Et aujourd'hui je me retrouve au Sénégal parce que je suis tombé amoureux de ce pays et puis surtout de ses enfants. Ouais. Donc dès le jour où je les ai vus, je me suis dit que il n'y avait pas d'hasard. Donc il fallait que je m'implique et que je donne tout ce qu'il y avait en moi et de mon possible pour pouvoir aider ces enfants. Ouais. Et donc voilà. T'as une image une image que tu peux expliquer ou qui t'a vraiment marqué ce jour-là? L'image qui m'a marqué, franchement, c'est les enfants dans les bassines. Ouais. Des enfants qui sont immobiles, qui sont dans tous les sens, qui bavent, leur nez qui coule. Ouais. Et de les voir en fait dans ces positions, dans ces trucs, ça a été choquant. Hein. Moi, voilà, je le dis, hein, c'est le mot. Ça nous a choqués. Même une fois qu'on est rentré en France, j'en rêvais la nuit. J'en parlais tous les jours. Mes amis, ils en avaient marre parce que chaque chose dont ils me parlaient, ça tournait. Chaque chose dont moi je parlais, ça tournait autour des enfants et du centre et des choses qu'on avait vues. Comme un espèce de traumatisme, genre t'es tout droit, on va dans ça. Je te jure, c'était vrai. Ouais. Ça a été un traumatisme pour nous parce que on voit nos enfants en France, même si voilà l'handicap, ça aussi, il y a aussi des problèmes en France avec les enfants atteints de handicap. Ça a toujours mais ici c'est d'autant plus. Ouais. Donc voilà, avec Awa qui nous a raconté l'histoire de chaque enfant, des enfants qui étaient abandonnés par leurs parents, des enfants qui perdaient leur maman à l'accouchement. Et puis qu'ensuite le papa ou la famille du papa abandonnait clairement, tu vois, ils voulaient pas s'en occuper parce qu'ils disaient que en gros c'est une malédiction, c'est des enfants maudits. Dans le quartier, on les invitait plus au baptême ni au mariage. Vraiment, c'est une vie pas facile pour ces enfants qu'on avait vus. Et puis on a été vraiment touchés. On s'est dit que fallait absolument qu'on fasse de notre possible pour améliorer ça. Du coup, ça a été quoi les étapes? Vous avez commencé comment? Vous avez fait quoi? Alors déjà, on a commencé par rentrer et parler à nos proches, à notre petit cercle. Donc franchement, au début, voilà, on nous a ri au nez. Hein. Toi, direct, t'as voulu faire un centre? Tu savais que c'était un centre qu'il fallait faire? Ouais. Okay. Parce qu'en fait, on a demandé à Awa, on lui a dit, Awa, qu'est-ce qui pourrait changer radicalement la vie de ses enfants. La vie de ses enfants. Ouais. Et en gros, elle ne nous a pas dit de la nourriture, elle ne nous a pas dit des soins, mais elle nous a dit un nouveau centre avec de l'espace. Et ensuite, dans ce centre, on ramènera la nourriture et les compétences qu'il faut. Mais il faut déjà un cadre qui est adéquat en fait avec ses enfants. Ouais. Puis donc, on s'est dit directement, il faut qu'on construise un centre. Donc en arrivant en France, moi je suis issu de la restauration. Ouais. Donc moi c'est ketchup, mayo, salade, tomate. Ouais. Mais venir et dire à mes amis, je vais construire un centre. C'est ça. Quand je suis parti voir mes potes et j'aurais dit, les gars, il y a un truc à faire. Faut qu'on construise un centre médical pour des enfants atteints d'handicap. En plus, c'est pas un dispensaire où tu as... Oui, en plus, c'est pas petit handicap. Voilà. Pour les gens qui savent pas c'est quoi IMC, c'est pas petit handicap. Ouais, c'est un handicap très très lourd, vraiment. Très lourd. Et puis, on nous a rayonné, on nous a dit, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tes histoires, là, t'es tunisien, t'habites en France, ta journée, tu la passes derrière le clam à faire des hamburgers. Et là, t'es en train de me parler de construire un hôpital au Sénégal. Ouais. On y a cru parce que on voulait le faire et on s'est dit qu'il n'y avait pas de marche arrière après avoir vu ce qu'on avait vu. Et puis on a foncé avec nos petits moyens au début. Donc on est parti au début démarcher nos amis avec des tirelires. Au début ça a commencé tout simplement. T'avais une idée du prix du projet à la base ou pas? Alors nous on a tout fait à l'envers. Ok. Alors, c'est bien, au moins c'est clair. Vraiment, on n'a aucune expérience dans ça.
On s'est regardé, on s'est dit, bon, au bled, avec 50 000 €, on peut construire quelque chose quand même. Ouais. Et on s'est dit, bah, ça va nous coûter 50 000 €. Okay. On était persuadé qu'avec 50 000 €. Ça fait genre à la louche comme ça. Bon. On s'est dit, au bled, 50 000 €, ça fait le coup. C'est beaucoup. Et on s'est dit, 50 000 €, allez, on y va, il nous faut 50 000 €. Avec ces 50 000 € là, on va faire ça. Donc on a commencé, c'était très compliqué au début. Hein, parce que comme je te dis, voilà, personne n'y croyait. Donc on a été au début avec des tirelires. Heureusement, voilà, je suis issu de la restauration, donc j'ai beaucoup d'amis qui ont des restaurants. Ouais. Donc on a commencé à placer des tirelires dans leur resto. Partout. Et puis je marchais avec ma tirelire dans le quartier. Donc je disais aux gars, allez 10 €, 5 €, 2 €, n'importe quoi, mettez-les dans la petite tirelire. Et on a atteint, je crois, les 30 000 € en 1 an. Ah ouais, en faisant comme ça. Voilà, en faisant comme ça, énorme, tu vois, c'est énorme. Voilà, donc on a eu des petits coups de pouce de personnes qui avaient des sociétés aussi, donc ils nous ont donné de leurs bénéfices. Ouais. Et on a organisé pour la fin de ces 50 000 € un tournoi de foot dans lequel on avait invité des sociétés. Okay. Et puis on leur proposait d'être déductibles de leurs impôts en fait avec les CERFA. Ouais. Donc on leur demandait de nous donner 1 000 € pour l'inscription. On avait 16 équipes et donc ce jour-là on avait fait où ce truc-là? C'était à Besançon, c'était au Five de Besançon. Okay. Donc les sociétés avaient joué le jeu. Et puis on a réussi à avoir 16 sociétés qui nous ont donné 1 000 €, plus un peu avec la buvette et la tombola qu'on avait organisée. On arrivait aux 20 000. Voilà, on arrivait aux 20 000 €. Du coup 50 000. 50 000 €. Un an, t'as réussi l'objectif. Voilà. Ok. Nous, on se rend compte que 50 000 €, on va rien faire avec. Okay. Donc, vous avez déjà trouvé le terrain ou pas à ce moment-là? Alors, dès qu'on a eu les premiers, ça nous a coûté 12 000 € le terrain. Okay. Donc, dès qu'on a eu les 12 000 €, on a acheté le terrain. Ok. Et on pensait qu'avec 38 000 €, on allait construire. Et puis en fait, quand on arrive à la fin de la récolte des 50 000 €, on se dit que il serait temps quand même d'aller démarcher les sociétés pour voir combien ça allait nous coûter réellement. Ouais, pour de vrai. Puis là, on arrive avec des devis à des 300 000 €, des 320 000 €, 340 000 €. Et on tombe sur une société qui décide de nous le faire à 200 000 €, okay. Le centre. Pourquoi? Parce que c'est un Sénégalais qui vivait en France, qui est venu aujourd'hui s'installer au Sénégal, qui a monté sa boîte qui s'appelle SA2R Expertise, okay. Et puis qui a décidé en fait que son bénéfice, il allait le donner, quoi. Il allait travailler gratuitement, en fait, en payant les salariés, en payant la marchandise, mais qu'il n'allait pas se dégager de bénéfices parce que c'était un rêve pour lui de construire un orphelinat. Okay. Et que nous, en fait, on lui a porté le projet comme ça, il ne pouvait pas refuser. Okay. Donc vraiment, ça nous a vraiment aidés. Okay. Parce que, voilà, comme je te disais, on était sur des… Ouais, c'était plus cher de base. C'était beaucoup plus cher. Et puis 200 000 € qui a accepté de prendre en plusieurs parties. Il nous a aidé vraiment, il nous a vraiment facilité sur ce coup. Et donc voilà, mais on se rend compte que nos petits 38 000 €… Quand tu vois ce prix-là, c'est quoi la réaction? Ah non, je dis, mais ça y est, c'est le projet d'une vie en fait, là. C'est pas moi qui va le finir, c'est mes enfants. Je vais pas pouvoir moi récolter 200 000 €. C'est pas… Déjà, comment j'ai fait pour récolter 50 000 € je savais pas. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé, par où c'est venu. Je savais pas du tout comment on avait fait. Mais de là à dire il nous faut 200 000 € maintenant. 4 fois ça. C'était voilà, on allait le faire, on allait y aller, on allait foncer. Mais t'as pas perdu, genre tu t'es pas dit vas-y. Non, pas du tout. Mais on s'est dit que ça allait pas être, c'est pas nous qui allons finir ce projet. Okay. On s'est dit que ça allait être soit nos enfants, soit la relève des petits frères qui allaient venir par la suite continuer le projet. Mais voilà, à force de persévérer, d'y croire et de prôner nos valeurs qui sont l'entraide, la solidarité, on a réussi à le faire au bout de 4 ans. Donc franchement… T'as fait quoi là au moment des 200 ? C'est là où t'es parti à Perpignan? Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là où en fait, les derniers 50 000 €, on se dit que il nous faut 50 000 €, mais vraiment on n'a plus d'idées, on a court d'idées. Donc là entre 50 et là tu dis les derniers 50 000 de 300 000? Voilà, non, des 300 000 €.
Mais du coup, il s'est passé quoi avec les 200 000 entre les deux? Ça a été du porte-à-porte, devant les gares, au feu rouge, beaucoup de sociétés, des influenceurs aussi qui nous ont partagé. Franchement, on a eu quand même pas mal de coups de pouce d'influenceurs. Nous, on s'est rencontrés chez Smile Mouvement et je pense que c'était un peu ce qu'on essayait de prôner, c'était que dans le social, les influenceurs pouvaient avoir un impact de ouf. Bien sûr, de ouf. Et ce projet, on est le parfait exemple. Entre les premiers 50 000 et les derniers 50 000, il y a eu, nous, notre démarchage, tout ça. Mais il y a eu pas mal aussi les influenceurs, les joueurs de foot, les personnes qui ont un aura et qui sont visibles, qui ont une visibilité. C'est ouf. Donc voilà, ça a été une bagarre acharnée. Il y a des moments où on a eu des coups de mou, on a eu des moments de doute, mais on y a cru et voilà, on a foncé. C'est notre devise de toute façon, foncer. Foncer, même la tête baissée, mais foncer. et voilà, aujourd'hui. Du coup, quand il restait 50 000 50 000 cours d'idées, on ne sait plus quoi faire. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas c'est qui me souffle l'idée de faire du vélo, mais pas avec une cagnotte et tout. Ils me disent, ouais les gars, on galérait au quartier. Donc ils nous disent, ouais les gars, pourquoi on prend pas les vélos, on va en Espagne et tout. Je dis, mais t'es sérieux toi, qu'est-ce que je vais faire en Espagne à vélo? Moi, pourquoi tu veux me faire souffrir comme ça? Il me dit, bah je sais pas, au lieu de galérer au quartier, venez, on essaye de faire une sortie quoi, ensemble. Je me dis, mais attends 2 secondes, je sais pas c'est quoi qui est venu dans ma tête. Je suis parti m'asseoir, j'aurais dit, attendez 2 secondes les gars, j'ai une idée, il faut juste que j'y réfléchisse. Je me suis assis, 30 minutes, et je suis revenu les voir, les gars, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment faire du vélo pour aller en Espagne? Ils m'ont dit, ouais. J'ai dit, bah les gars, on va mettre une cagnotte en place, on va essayer de faire intervenir des influenceurs sur chaque étape, et puis on va essayer de récolter. Nous, on avait mis pour objectif 20 000 euros. Donc il allait nous rester encore les 30 000 euros. Mais voilà, on a fait du vélo, on a eu pas mal de personnes sur le chemin qui ont joué le jeu, qui nous ont accueillis. Frère, juste, t'es parti en vélo, t'es parti en between normal, t'es pas parti en vélo, Tour de France, vélo électrique. On est parti chercher le vélo qu'il y avait dans la cave. Classique. Ouais. On est parti, on était 5, donc chacun est parti gratter un vélo à son voisin, à son pote, à son truc. Parti ouvrir les caves du quartier, chercher les vélos qui étaient là, changer les chambres à air, les roues. Et puis on a pris la route, mais vraiment sans organisation, sans... Il y avait une voiture qui vous suivait? Oui, mais par exemple la voiture, c'est 2 jours avant le départ qu'il y a un mec qui nous a dit, mais les gars, moi je peux vous suivre en voiture. On dit, vas-y, viens. Mais vraiment, ça s'est fait à la dernière minute, quoi. Après, vous étiez combien? On était 5 vélos 5 à vélo et 5 en voiture. En voiture, Voilà, il y avait une voiture et une ambulance. L'ambulance, c'est au moment du départ où un mec il nous dit, mais attends, mon pote il a une société d'ambulance, on va voir si son ambulance il peut pas nous en prêter une. Et puis on l'appelle, il nous dit, ah oui, y a pas de problème, j'arrive tout de suite au quartier, là, je vous la laisse. Je vous mets le plein et j'arrive. Il arrive, il nous laisse une ambulance comme ça. Ouais, c'est dinguerie, vraiment une dinguerie. Et donc voilà, on prend la route. Donc voilà, on avait plusieurs étapes. On avait dans le 9-1 Al-Rima qui nous a accueillis, à Auxerre, Hamza Saki qui nous accueille, à Lyon, Selma Bacha qui nous accueille, et puis à Perpignan, Nasdas. Là où vraiment la cagnotte a rien compris, vraiment, elle a explosé. Donc on arrive à Montpellier en fait, on est à 12 000 euros. On est dépité de notre vie. Parce qu'on a pédalé, on était fatigués, épuisés, et on n'a pas atteint nos 20 000 euros, donc on se dit mais comment on va faire? Et Nasdas en fait, il n'était pas dans notre planning, il n'était pas dans les plans quoi. Donc on arrive à Montpellier, on est lessivé et on n'est qu'à 12 000 euros. On se dit, purée, comment on va faire? On va pas remonter à Paris et l'objectif il n'est pas atteint, tu vois, ce serait pas bien. Donc on n'arrivait pas à accepter ça. Et puis de là, on appelle Narbé, un Pulstar, qui appelle Gallo, Smile. Et Gallo, il nous dit, allez à Perpignan les gars, Nasdas, j'ai appelé Nasdas, il va vous accueillir. Il vous attend. Nasdas, il nous attend là. Ouais, il vous attend. On monte sur nos vélos, Montpellier, Perpignan, vélo, toute la journée. On arrive à Perpignan. Et là, waouh. Vraiment, j'ai des frissons. On arrive, donc Nasdas, bienvenue, il nous accueille comme des rois, vraiment. En mode comité d'accueil. En mode comité d'accueil. Il nous fait vraiment un accueil de malade mental.
On dirait on était dans notre quartier, tout le monde vient, magnifique. Tout le monde nous parle, tout le monde « Waouh, vous êtes venu de Paris, pourquoi ?» Alors on explique pourquoi on vient, pourquoi on fait pas ça pour… c'est pas un challenge sportif ou quoi, il y a vraiment une cause sociale derrière. Et de là, tout le monde, voilà, « Ah ouais, magnifique, c'est bien, bravo pour ce que vous faites. » Nasdaq, il nous dit « Bon les gars, je vais vous faire une pub. » Et nous, on connaît la puissance de Nasdaq. Donc on se dit « Waouh, qu'est-ce que ça va donner ?» Fait la pub, en 1 heure, on arrive aux 20 000 euros. 2 heures après, on est aux 30 000 euros. Mais ça y est, nous, on est dans le quartier, on veut plus bouger du quartier. C'est des stories, frérot. On veut plus bouger. On s'assoit, on sort les tentes, les chaises, on se pose avec lui, avec la team Nasdaq. Donc voilà, on est là, 40 000 euros. Je suis en train de réaliser que ça y est, on arrive aux 50 000 et que ça y est, les 300 000 vont être récoltés. Incroyable. Donc on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, moi je m'écroule, pleure, comme un petit bébé. Et puis voilà, le lendemain… L'objectif est fait quoi. L'objectif, voilà, on rentre donc sur Montpellier. Pendant ce temps-là, la construction, elle a déjà commencé ou pas? Oui, la construction, elle a commencé. C'était en cours en fait. Pendant le temps que vous récupérez de l'argent, pendant ce temps-là, c'était en train de construire. On avait toujours la pression parce que la société qui était ici, elle avait besoin d'argent pour pouvoir continuer. Donc ils nous appelaient, ils nous disaient ça y est, c'est l'étape supérieure, les fondations ils sont faites, c'est l'étape supérieure, c'est les finitions. Et là, c'est vraiment un moment où la société, ça faisait peut-être 1 mois, on lui avait pas envoyé d'argent, qui nous sollicitait. Et parce qu'on était à court d'idées, on n'avait plus d'argent, tu vois, on savait pas comment faire. Et là, mais lui, il suivait l'aventure. Donc, quand il a vu aussi les 50 000 euros, il s'est dit, ça y est. Même lui, il était content, tu vois. Et on s'est dit, ça y est, enfin, on a la totalité de la somme qu'il fallait. Les 300 000 euros qu'on pensait que ça allait être nos enfants qui allaient finir. Ça y est. Et moi, franchement, j'étais sonné. Hein, ce jour-là, j'étais dans les vapes un peu, tu vois. Parce que, en fait, j'ai réalisé sans réaliser. Je croyais que j'étais dans un rêve. Je me pinçais. Je me disais, mais allô, ça y est, t'as pris 300 000 euros, là, c'est fini. Et ouais. Donc on rentre, donc là on est à 40 000 euros quand on quitte chez Nasdaq. On rentre à la maison, on se réveille le matin, on est à 50 000 euros. Putain, incroyable. Incroyable, vraiment c'était il n'y a pas de mots en fait, faut le vivre. Faut le vivre, c'est un truc de fou. Surtout ça te paraît une montagne impossible à monter. Impossible, pour nous, comme je te disais, c'est vraiment un projet. On s'est dit, c'est 3 générations. Il n'y a pas moi qui va faire. Moi, 300 000 euros. J'ai jamais eu dans mes mains, moi, 300 000 euros, tu vois. Ne serait-ce que 50 000 euros, j'ai jamais eu dans mes mains. Moi, je touche 1 200 euros, 1 300 euros. Je paye mon loyer, je paye mes trucs, il me reste 400 euros, tu vois, dans mes poches. Donc là, pour monter à tout ça. De ouf. Voilà. Comme quoi, quand on veut vraiment. C'est ça. Faut y croire. En fait, moi, c'est la leçon que j'ai tirée de ça, c'est d'y croire. Parce que si toi, tu n'y crois pas, personne n'y croira. Mais toi, quand tu es arrivé devant ce projet-là, que tu as vu ces enfants, moi, je les ai vus quand je suis arrivé du coup, après, et ça a été un choc aussi pour moi. Tu savais que ça allait changer ta vie? Non. Tu n'avais pas encore capté? Non, j'avais pas capté. Non, c'est en fait au fur et à mesure dans le projet, je me dis, en fait, je faisais tellement de sacrifices, tellement c'était tellement de combats, tellement de batailles, et je me disais, quand je finis ça, je vais vivre là-bas avec eux. Quand je finis ça, je vais vivre là-bas avec eux. Oui, c'était ça. Mais direct, t'as capté ça. Ah ouais, c'était un mode… Quand t'as commencé à lutter là, comme ça, quand c'était la bagarre, c'était dur, j'ai dit… Franchement, la récompense. Ma récompense, c'est d'être avec eux, quoi. Et aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis avec eux. Et chaque jour, on dirait c'est le premier jour. Tu vois, chaque jour, je suis là, je me dis, mais purée, on l'a fait en fait. Ça y est, là, je suis au milieu de mes petits loulous. Mais du coup, est-ce que c'était fini à 300 000? Parce que du coup, on s'est capté quand t'étais à 300 000. Ouais, c'est ça. Et du coup, le bâtiment, il allait être fini. Il n'était pas, les finitions, c'était pas fini, etc., etc. Alors, on a eu, en fait, 300 000. Après, un centre comme ça, on se rend pas compte. Mais le truc est énorme. Ça fait combien de mètres carrés? 900 mètres carrés. 900 mètres carrés. Il faut l'aménager. Il faut du personnel. C'est ça. Il faut nourrir les enfants, déplacer les enfants ici. Il faut faire les finitions, il faut ceci, il faut cela, et surtout le matériel, parce que c'est des enfants qui tiennent pas debout. Exactement. C'est du matériel très très lourd. Très très lourd. Donc il y a du matériel qu'on a acheté, il y a du matériel qu'on nous a donné. Mais tout ce matériel-là, il a fallu aller le récupérer, donc louer des camions, louer des box, ainsi de suite, quoi. C'était des frais que nous on n'avait pas calculés, mais qui
venaient s'accumuler au fur et à mesure. Donc on était toujours dans la récolte, mais c'était plus pour la logistique. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, le centre nous a coûté 300 000 €. Mais il y a au moins 50 000 € qui sont partis dans ces frais-là. Ouais. La location de camion, l'essence. Parce qu'il faut savoir que le matériel qu'aujourd'hui qui est là, nous on habite à Paris, il y a du matériel, on est parti le chercher à Toulouse. Ouais. Il y a du matériel qu'on est parti chercher à après, Marseille, à Lyon, voilà. Ensuite, l'acheminer sur Paris, puis payer les conteneurs pour l'acheminer ici au Sénégal. Donc vraiment, voilà, ça a été un combat de tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, on est encore en train de combattre, en train de se battre tous les jours parce que voilà, c'est des frais. Aujourd'hui, le centre, il nous coûte à peu près 4 000 € tous les mois. Ouais. Donc, du coup, le centre là, il a ouvert quand? Le 13 juillet. 13 juillet, il a ouvert. 13 juillet, ouverture. J'ai raté l'ouverture. T'as pu la suivre sur les réseaux? J'ai su. Le 13 juillet, il a ouvert. Là, on est en novembre. Du coup, c'est quoi la vie maintenant? Il y a combien d'enfants? C'est quoi l'impact de tout ça là? Ah ouais, bah franchement, il y a des enfants, ils sont levés pour la première fois de leur vie ici. Ouais. Voilà. Là, moi, là, je viens d'arriver, j'ai vu des gamins marcher. Moi, j'ai vu que des corps par terre dans l'autre centre. J'avais jamais vu quelqu'un de debout. Et là, je suis arrivé, j'ai vu tout de suite des enfants marcher. L'impact, il est là. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants? Il y en a 54. 54. Au lieu elle en avait 25 avant. 25, ouais. Donc là, l'objectif, c'est 70. Okay. On attend d'avoir les financements, franchement. Ouais. Non, en fait, on ne veut pas juste avoir un centre où on dit ouais, on a 70 enfants. En réalité, quand ils sont là, personne ne les suit, quoi. Donc, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, un bâtiment, c'est bien, etc. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment un niveau presque hôpital. Ouais. Il faut des employés qualifiés. C'est ça. Il faut des employés, parce qu'en vrai, c'est ça qui coûte cher aussi. Ah oui, parce que du coup, la masse salariale, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, il y a combien d'employés? On est 26. 26 employés. Et c'est encore en sous-effectif. Oui, on est en sous-effectif. De ouf. Ouais. Parce qu'ici, il faut que ce soit nettoyé, la bouffe. Les gardiens, les trucs, tu vois, parce que c'est un centre comme ça. Les chauffeurs, parce que du coup, il faut qu'ils accompagnent les enfants, parce que du coup, il n'y a pas tous les enfants qui dorment ici sur place. C'est ça. Alors, nous, notre objectif final, c'est que ça devienne un internat pour tous les enfants. D'accord. Donc, qu'ils soient ici 100% du temps. 100% du temps et qu'ils puissent rentrer que le week-end, quoi, chez leur famille. Okay. Pour que, en fait, ils dorment ici et puis dès le matin, on commence à travailler directement avec eux sur les séances de rééducation et tout, qu'on ne perde pas ce temps à les amener, à les ramener et puis ainsi de suite. Et puis qu'ils s'alimentent convenablement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ils s'alimentent chez eux, mais on sait comment ils s'alimentent ici. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on veut les garder, pour qu'ils puissent bien manger, bien dormir et puis surtout bien être soignés et avoir les soins vraiment qu'il faut au moment où il faut, parce que voilà, c'est tout un système en fait. Moi, j'apprends au fur et à mesure. Toi, t'es arrivé quand là? T'es arrivé depuis l'ouverture en fait? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé à l'ouverture. Ici. Ouais, ça y est. Et je pars plus. Je suis avec mes enfants, ça y est. Et c'est comment le mec qui faisait les hamburgers et qui se retrouve, presque directeur du plus grand hôpital, en tout cas du plus grand centre pour IMC du Sénégal? Franchement, j'apprends sur le tas. Là, je fais des réunions avec des ergothérapeutes, je savais même pas que ça existait, des kinésithérapeutes, bon ça on connaît. Ça on connaît. Mais voilà, il y a plusieurs métiers que clairement j'ai appris ici. Psychomotricienne, je savais pas c'était quoi moi, tu vois. Toutes ces personnes-là, en fait, j'apprends sur le tas. Et on essaie de donner notre meilleur, comme on a fait pour construire ce bâtiment. Pour aujourd'hui, justement, qu'il y ait un impact clair et concret sur les enfants. Donc aujourd'hui, on commence à voir les fruits de notre travail. Comme je te dis, aujourd'hui, il y a des enfants, ils se sont levés pour la première fois. Il y en a, ils ont fait leur pas pour la première fois. Et qui parlent. Et c'est un truc de ouf pour moi, tu vois. C'est un truc de malade mental. Que moi, issu de Sartrouville, là-bas, dans le trou de la France, de la banlieue, qui arrive pas à Dakar, pas à Thiès, à Pout, dans un village aussi perdu du Sénégal, et qui fait un projet qui a été entendu partout au Sénégal quand ça s'est ouvert. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est un truc qui est unique au Sénégal. Ouais, vraiment. Et tu parlais de 4 000 € à peu près par mois de masse salariale. C'est quoi aujourd'hui, en fait, comment vous êtes financé? Comment ça se finance un centre comme ça en fait? Parce que en France, en vrai, on a les hôpitaux, ou c'est des trucs privés, ou alors c'est l'État qui paye.
ce soit bon ou mauvais, dans tous les cas, l'État il est quand même assez présent sur ces questions-là. Bien sûr. Ici, ça se passe comment? L'État il vous aide? Comment la mairie? J'en sais rien. Alors ici, on n'a pas eu d'aide jusqu'à présent, ni de l'État, ni de personne d'autre. Okay. Donc on fonctionne sur des fonds privés, hein, comme depuis le début. Okay. Donc on n'a jamais eu de municipalité, ni de commune, ni de région qui se sont impliquées dans ce projet. On a vraiment fait ça avec... notre slogan, c'est pour le peuple, par le peuple. Et voilà, vraiment, ça a été fait par le peuple, pour le peuple, vraiment. Et aujourd'hui, voilà, un centre comme ça, comme je te dis, voilà, ça nous coûte 4 000 €. Donc c'est pas que la masse salariale, mais on compte dedans les soins des enfants et puis l'alimentation des enfants. Ces 4 000 €, on va les chercher tous les jours et au téléphone, par les réseaux sociaux avec des cagnottes qui sont mises en place. Mais c'est une bagarre acharnée. Des fois, le 27, on est à 2 500 € et on ne sait pas comment faire. Mais jusqu'à présent, chaque fin de mois, on a réussi à tenir. Mais on sent et on sait que c'est pas quelque chose qui va fonctionner comme ça sur le long terme. Ouais, c'est pas viable. Ça peut pas. Ouais. On peut pas. Nous-mêmes, en fait, psychologiquement, on va pas tenir. Même si on le veut, hein. Même si on le veut, on pourra pas parce qu'il y a cette pression qu'il y a sur nos épaules et ce poids qu'il y a qu'on ne pourra pas... Ouais, puis en fait, quand tu te concentres sur chercher de l'argent, tu peux pas te concentrer sur les gamins. C'est exactement ça. En fait, parce que du coup, tu diverses pour essayer de les aider eux, mais finalement, du coup, tu les aides plus eux. C'est ça. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça. Et aujourd'hui... Vous avez mis quoi en place par rapport à ça? Alors voilà, nous, là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place, on a déjà commencé, c'est un potager. Okay. Donc un potager qui va nous servir, nous, à être indépendants déjà en nourriture. Ouais. On est déjà indépendants à 70% en électricité et indépendants en eau. Donc ça y est, c'est vous avez un forage à vous, du coup. Voilà. Et vous avez les panneaux. Voilà, on a 16 panneaux, il faut en rajouter 8 encore. Ok. Donc, et logiquement, vous êtes presque à 100%. Normalement, après, il faut toujours être accordé au cas où, mais... Exactement, exactement. Ouais, parce que ça, pareil, l'électricité, c'est des frais, mais bon, c'est méga, franchement... ça coûte hyper cher l'électricité. C'est incroyable. Ouais. Là, on est à peu près 300 € d'électricité par mois. 300 € d'électricité par mois, avec 16 panneaux. voilà, avec 16 panneaux. Voilà. Donc, voilà, on vous donne un peu comment ça se passe. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, on a mis en place ce potager pour déjà être indépendants, nous, en légumes et en fruits. Ouais. Mais au-delà de ça, pouvoir vendre de cette production pour couvrir les frais du centre. Ouais, okay. Donc une partie des frais, parce que voilà, un potager, nous voilà, aujourd'hui on a... Vous allez faire arbre fruitier et potager, c'est ça? C'est ça, maraîcher, et puis on va faire aussi des arbres fruitiers, pour surtout de la papaye. Donc on s'est focalisé sur la papaye parce que c'est un arbre qui est rentable, qui pousse au max et puis son fruit est cher. Donc voilà, c'est assez rentable. On s'est focalisé sur ça. Pour l'instant, un potager. On a d'autres idées, en fait, c'est de faire un poulailler. Okay. Donc voilà, c'est le futur projet qu'on veut mettre en place pour être indépendant en viande et puis aussi vendre de ces poulets pour couvrir une partie des frais du centre. Donc aujourd'hui, le but, c'est l'autonomie. Voilà, c'est ma mission sur laquelle je suis focalisé. Parce que je sais que je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ouais, puis même, à un moment, tu n'as plus le réseau pour. Exactement, en fait, tu les fatigues. Nous, comme je te dis, voilà, on ne travaille pas avec de grosses sociétés, on ne travaille pas avec des municipalités, on est avec le peuple. Donc, on est, franchement, pour te donner une idée des personnes qui nous donnent, c'est des personnes qui sont au RSA, c'est des personnes qui sont à la retraite, c'est des personnes qui, voilà, qui font le petit don, quoi. Qui font le petit don, et voilà, petite pierre plus petite pierre, ça fait ça. Vous avez un système de parrainage aussi, non? Voilà, là on est aussi en train de mettre un système de parrainage en place. Donc voilà, c'est 25 € le parrainage. 25 € par mois, et du coup ça couvre quoi par rapport sur un enfant à peu près? Alors sur un enfant, ça couvre son alimentation, ses soins, et puis les personnes qui vont travailler autour de ces enfants. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui quand on va avoir 70 enfants, ça va nous faire 25 € par enfant et ça va nous alléger en fait. Plus le potager, plus le poulailler, avec le système de parrainage, normalement on s'en tirera bien. Et après vous trouvez des partenaires. Et ça c'est la grande mission. La grande mission. Des partenaires qui voudraient bien financer une partie, prendre en charge certaines choses du centre, soit l'alimentation, soit la partie médicale, Surtout la partie médicale, parce que la partie médicale, aujourd'hui, voilà, on fait les soins qui sont urgents, mais il y a pas mal d'enfants, par exemple, qui doivent être opérés et qu'on ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas parce que les opérations, c'est très coûteux
Et on peut pas gérer ça encore. Donc voilà, on aimerait bien avoir des partenaires qui prennent en charge ce type d'opération. Puis voilà, comme ça, en fait, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est que vraiment tout se passe bien sans qu'on soit trop dans la course au don. Ouais, pouvoir être focus vraiment dans ce que tu veux faire. Voilà, exactement. Dans l'impact. C'est quoi les grosses galères du moment? Alors les galères du moment, des fois, comme je te dis, c'est l'argent. L'argent, clairement, hein, parce que voilà, aujourd'hui, t'as pas d'argent, tu payes pas les personnes. Ouais. La nourriture, c'est différent parce que les associations qui passent, les personnes qui passent, elles viennent avec des sachets de riz, elles viennent avec de l'huile, elles viennent avec des choses comme ça. Donc, généralement, la cantine, elle est toujours pleine. Ouais. Enfin, on a ce qu'il faut. À part les dépenses journalières, les légumes qu'il faut acheter au jour le jour et tout. Donc ça, c'est de l'argent. Mais sinon, le gros, on réussit à l'avoir par le biais d'associations. Okay. Mais vraiment, c'est la masse salariale et les soins. Ouais. Les soins, il faut savoir qu'un enfant qui va à l'hôpital, déjà, ils ne le prennent pas s'il n'y a pas d'argent. Ouais. Faut payer avant même que tu rentres, quoi. Meurent devant eux au sol et ils ne vont pas te prendre. Ça, c'est niet, c'est clair. Donc aujourd'hui, voilà, il faut payer l'entrée. Il faut payer la consultation, il faut payer la radio, il faut payer l'écho si la radio ça suffit pas, il faut payer les médicaments que le médecin va te prescrire et puis le transport parce qu'aujourd'hui on n'a pas de voiture encore dans le centre donc ne serait-ce que d'aller sur Dakar, de Pout à Dakar, ça te coûte de l'argent. Donc il faut compter à peu près entre 200 et 250 euros pour un enfant. Pour un gamin. Et il faut se dire que les enfants... ils tombent très souvent malades. Ouais, c'est ça. Très souvent malades. C'est des enfants qui... Quand on a une cinquantaine, de toute façon, t'en as toujours un qui est malade, quoi. Voilà, exactement. Donc on se retrouve toujours dans le rush et puis faut sortir de l'argent pour les soins. La fin du mois, elle arrive là, faut payer le personnel et ainsi de suite. Tu vois, t'es toujours dans la course, quoi. Ouais. T'es toujours dans la course. Et là, tu me parlais de... Bref, aujourd'hui, on a une petite surprise, apparemment. Et je voulais qu'on parle de ça, parce que c'est ouf, en fait. Quand tu fais les choses bien, et je pense que tu les as fait bien de ouf, et je pense que tu as tout donné de ouf, à un moment, les gens, je sais pas pourquoi, mais la vie, elle te le rend. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer ici, dans tous les cas, parce qu'en vrai, ça fonctionne. Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses. Mais du coup, vous avez eu un cadeau il y a combien de temps? Il y a un mois. Il y a un mois? Ouais. Raconte juste. C'est genre juste ouf. Alors il y a un mois, il y a un monsieur qui appelle Awa. Awa, c'est la directrice du centre qui s'occupe de ses enfants, qui lui dit Awa, je t'ai construit un centre. Donc Awa m'appelle, elle me dit ouais, il y a quelqu'un, il a dû me voir avec toi au village, ils sont en train de se foutre de moi. Et ils ont dit qu'il y a un centre qui a été construit juste derrière le village à 500 mètres pour nous. Et qu'il finit la construction, là il nous donne les clés. Et moi je lui dis ouais c'est impossible, qui va construire un centre? En fait je sais moi par où je suis passé donc je me dis c'est pas possible que quelqu'un il ait fait ça et qu'il n'en ait pas parlé, et qu'Awa n'est pas au courant, qu'il ait fait ça dans son coin quoi. Et si, ça existe. Donc elle lui donne rendez-vous à 11h du matin ici, elle lui dit voilà, il y a quelqu'un là-bas qui t'attend, va lui en parler et fais-le visiter. Donc à 11h du matin, il y a quelqu'un qui arrive, boubou, tout ça, voiture. Il me dit c'est toi Pierrot? Je dis ouais, il me dit c'est Awa qui m'a dit de passer te voir. Faut qu'on aille visiter le deuxième centre. Je dis, je vais me kidnapper, c'est quoi le délire lui? C'est qui, c'est quoi Comment ça existe, ça, quelqu'un qui construit je vais te donner un centre. Et on arrive là-bas, grand centre de 600 mètres carrés. T'as vu, fait avec amour, ça se voit, tu vois, sur les finitions, sur les trucs. C'est pas quelqu'un qui a construit un centre pour dire ouais, j'ai construit. Il a mis 4 grands murs, il a dit vas-y frérot. Voilà, il a vraiment réfléchi à tout, toilettes dans les chambres. Je me dis mais c'est pas possible. Il me dit ouais voilà, moi j'ai vu Awa galérer et tout. Et puis j'ai lancé une récolte de mon côté et j'ai construit ça, c'est pour Awa. Donc à la fin, on vous donne les clés, c'est vous qui gérez ce centre. À qui ça arrive ça? Franchement, à moi. Mais à qui ça arrive ça? Mais franchement,
Parce que ça, c'est un bâtiment même prix qu'ici. Ouais, le mec, il donne 300 000 balles. Ouais, clairement. Et t'es là, Et en plus, juste derrière. Juste là. C'est pas, il te l'a mis, je sais pas où, c'est genre à 500 mètres d'ici. Ouais, tu te dis, mais. En fait, c'est pas. J'ai même plus les mots. Ouais. En fait, tu te dis, mais vraiment, il y a quelqu'un, pendant que je me battais, pendant que moi j'étais en train de batailler, il y avait quelqu'un qui bataillait comme moi, de son côté, pour faire cause, ça, pour la même cause, pour ses enfants. Ouais. Je dirais, c'est un truc de fou. C'est ouf. Et du coup, c'est quoi le projet là-bas? Donc là-bas, on veut plus en faire un centre culturel et éducatif. Ouais. Donc on veut plus faire une salle de classe là-bas, une salle informatique, une salle d'art plastique, une salle de musique. Ouais. En fait, on veut vraiment que là-bas, les enfants s'épanouissent. Parce que voilà, tu as pu le voir aussi dans ce centre, il y a des enfants, ils sont IMC, ouais. Mais ils n'ont pas besoin de massage toute la journée. Ouais. Quoi. Et ils vagabondent. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, vraiment, je veux leur donner un sens à leur venue au centre, tu vois. Et on veut les mettre à l'école. Pour certains, voilà, on a quelques jeunes qui sont là, qui ont à peu près 16, 17, 18 ans et qui sont dans des lits, qui ne peuvent pas bouger dû à des malformations. On veut leur offrir en fait un avenir, même si c'est pas nous qui offrons, mais en fait on veut leur donner les outils pour qu'ils puissent avoir un avenir. Une fois qu'on a réglé la santé, après c'est l'éducation, quoi. C'est ça. Parce que ces enfants, ils vont grandir et ces enfants-là, on veut pas qu'ils soient exclus de la société. Ouais. On veut qu'ils aient leur place parce qu'ils l'ont. Ils ont leur place et ils peuvent le faire. Ouais. Si demain tu leur donnes les outils, tu leur apprends comme en fait, il faut juste les considérer et les prendre au sérieux. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, voilà, c'est que je dis pas qu'on veut sortir les ingénieurs de demain, mais et qu'ils puissent s'autonomiser aussi. Eux. Voilà, on veut que demain, on veut pas retrouver nos enfants demain sur le bord de la route à faire la manche, user de leur handicap pour faire de la peine. Non, on veut leur faire comprendre qu'ils ont les moyens et qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent aller chercher leur argent. On va leur apprendre, il y a l'informatique, il y a l'école, il y a l'art plastique. Demain, tu peux finir graffeur, tu peux finir dessinateur. On veut faire une salle de musique. Ils peuvent finir musiciens, ils peuvent finir... Tu vois, il y a pas mal d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à eux. Et nous, on va essayer, on va tout faire en tout cas pour leur donner les moyens de le devenir. Ouais, ne serait-ce que pour les éveiller, dans tous les cas, c'est hyper important. C'est hyper important. Tu as parlé de sens pour eux. Toi, le podcast, il s'appelle Sens. Ça a été quoi le chamboulement entre ta vie de Pyro, Sartrouville, 9-5, qui vend des burgers, et qui se retrouve à Pout, au Sénégal, dans un centre avec 54 enfants? Ouais. Bah en fait, j'ai enfin trouvé le sens à ma vie. Mais t'as une histoire avec le médical, t'as une histoire avec les enfants? Rien du tout. Moi, de base, je suis un peu heureux, moi. Moi, je vais pas au médecin. J'ai peur du médecin. Okay. J'ai très très peur du médecin. Ah ouais? Ouais, j'aime pas le médecin, j'aime pas les hôpitaux. Ouais, vraiment. Okay. J'arrive pas j'arrive pas. Mais moi, vraiment, voilà, je suis un jeune de quartier simple qui avait une vie de banlieusard. Donc voilà, on a fait nos bêtises, on a roulé notre boss, voilà, on a fait pas mal de choses. Et puis ensuite, on s'est calmé. On est rentré dans le monde du travail très tard, à 25 ans. Mais voilà, au fur et à mesure, on s'est mis dedans. Et puis ensuite, voilà, on a commencé par des actions dans notre quartier au début. Parce que voilà, Sartrouville, c'est très droite, pour pas dire extrême droite. Okay. Donc le tissu associatif, il est quasi inexistant. Okay. Nos petits, ils étaient complètement abandonnés, délaissés. Les quelques associations qu'il y avait, c'était plus des vitrines dans la ville. Ouais. Et il n'y avait pas réellement d'action concrète sur le terrain. En tout cas, nous, on ne les voyait pas. Ouais. Et puis voilà, on a commencé déjà par notre quartier. Donc on a appris aux jeunes déjà à nettoyer le quartier, à que voilà, le sens de l'écologie, vivre dans un endroit propre et de ne pas attendre que les éboueurs viennent nettoyer chez eux, leur quartier, que c'était à eux déjà de mettre les papiers dans la poubelle, tu vois. On a commencé par la base en fait, et puis ensuite on a continué pour essayer de leur faire plaisir, donc par des fêtes de quartier,
On ramenait des chevaux parce qu'on on savait que certaines choses, certains enfants ne pouvaient pas avoir accès par exemple à l'équitation, à des choses tu vois, simples mais qui paraissent pour les gens banales, mais en fait dans nos quartiers c'est limite un rêve pour un enfant. Voilà, il y a des enfants, moi je me rappelle, j'ai un enfant, quand il a vu le cheval, il m'a dit mais c'est mon rêve de monter sur un cheval, tu vois. Et quand il était dessus, on dirait, il était sur un tapis volant. Toi, en vrai, t'as toujours été quand même en quête de sens à travers ces petites actions que t'as fait dans ce quartier-là, non? C'est ça. Bah, j'ai toujours voulu servir. Ouais. J'ai toujours voulu servir. Être utile, en fait. Voilà. C'est ça. Parce que moi aussi, dû à mon histoire depuis jeune, heureusement qu'on m'a aidé. Heureusement qu'on m'a aidé parce que sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, je veux rendre la monnaie de cette pièce. Donc en aidant, en aidant tout simplement. Et puis, c'était l'aboutissement, quoi. Et là, c'est la clairement utilité utile. C'est clairement la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on a une autre vision. Donc voilà, on veut que ce centre-là puisse être dans les 14 autres régions du Sénégal. Okay. Parce que le besoin, il est là, il est réel, il est sérieux et urgent. Parce que voilà, on reçoit des appels de toutes les régions du Sénégal. Pour qu'ils envoient leurs gamins ici. Pour envoyer leurs gamins ici. Incroyable. Donc nous, on n'a pas la capacité aujourd'hui de pouvoir les accueillir. On n'a pas les moyens de les accueillir. Ouais. Mais si demain on peut faire quelque chose, c'est d'aller directement dans ces endroits, dans chaque région et d'essayer de faire des centres comme celui-là. C'est sur le long terme, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici on essaie vraiment de stabiliser, de trouver le bon business plan, le bon truc pour que là-bas ça soit plus facile pour nous. Ouais, c'est le projet test, enfin c'est le premier, donc c'est là où tu fais les erreurs. Exactement, c'est ici, voilà, on se casse un peu la gueule, on voit si ça marche là, si ça marche pas, on recommence, on change, on modifie, on peaufine, et puis en fait dans le seul objectif de reproduire ça dans les autres régions, quoi. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite dans le projet? La plus grosse erreur que j'ai faite dans le projet, franchement, j'en ai fait tellement. T'as une heure devant toi. Ouais, j'en ai fait un. Déjà de prendre le projet à l'envers, c'est déjà pas mal. Voilà. Déjà, tu vois, demain par exemple, j'irai plus jamais en fait commencer un projet si j'ai pas les fonds. Parce qu'il y a une pression en fait. Est-ce que finalement c'est pas la clé du succès aussi de ce projet-là? Te dire en fait t'as le couteau sous la gorge et du coup t'as trouvé l'argent. Mais je te jure, tu dors pas le soir. Ouais. T'es là, tu te grattes le crâne. Ouais. Ah, tu te grattes le crâne quand en fait tu sais qu'on compte sur toi de l'autre côté et que toi t'as pas les fonds, et que t'as pas d'imprimante à la maison pour imprimer les billets. Non. Et que les partenaires que t'appelles ils disent ce mois-ci je peux pas parce que c'est dur. Ouais. Moi aussi ce mois-ci j'ai une galère, je peux pas. Ouais. C'est dur. C'est bien de dormir aussi. Voilà, et tu vois, franchement, c'est quelque chose que je recommencerai pas, je pense. Du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut monter un projet comme ça, genre construire un truc avec des fonds, foncez. Juste foncez. Foncez, croyez-y. C'est ça se dit comme ça? Ouais. Croyez en votre projet. Croyez en votre projet, foncez et n'écoutez personne. Moi, au début, quand je leur ai dit je vais construire un hôpital, ils m'ont dit retourne dans ta cuisine à couper des tomates. Ouais. Tu vois? De nous casser la tête avec tes rêves. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, hôpital, Pyro, hôpital au Sénégal. Arrête tes conneries là. Ouais. Et puis non, j'y ai cru. La détermination pour récupérer. Quand tu vois ce que vous avez récolté, faut en avoir. La détermination, quoi. Voilà, et la constance. Pas se dire 6 mois, 1 an, votre projet il va peut-être durer 6 ans, 10 ans, mais croyez-y parce qu'à la fin vous allez être fiers. C'est important la constance, on n'en parle pas assez. Moi je me rends compte même dans tout en fait. T'es obligé, en fait mieux vaut être constant. Les gens ils veulent toujours des pics comme ça là et après ils lâchent. Voilà, non. Juste faut partir, la vie c'est un marathon comme on dit. Exactement, lâchez pas et soyez autant déterminés au début qu'à la fin. C'est la clé. Moi en tout cas c'est le conseil que j'ai à donner à toutes les associations ou les particuliers aussi, tu vois, qui ont des projets de sociaux ou autres, de business ou quoi. Cool. Du coup aujourd'hui, les besoins c'est quoi? Trouver de l'autonomie.
C'est ça. Trouver de l'autonomie, des partenariats solides, ouais. qui sont là et qui sont présents et qui vont rester etc. là. J'ai vu que vous parliez avec peut-être des associations pour des partenariats, un peu pour vous envoyer des stagiaires ou pour vous envoyer des gens un peu de la France ou d'ailleurs, en tout cas d'Europe, ou même de partout en vrai. De partout en fait, juste qu'ils aient des compétences que nous on n'a pas ici et qu'il y ait un transfert de compétences qui puisse se faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de fonds, de tout ça, mais il y a aussi ces compétences. Surtout dans le médical, voilà. Énorme. Donc voilà, aujourd'hui, les personnes qui travaillent ici, il y en a 5 qui sont diplômés du diplôme Bobat. Donc c'est des Belges qui sont venus au Sénégal pour les former. Top. Mais voilà, ils ont toujours besoin de mise à niveau. Et puis d'autres personnes qui vont être recrutées, donc qui seront aussi obligées d'être formées. Tout simplement avec ça, et ça passera simplement avec du transfert de compétences, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche aussi des partenaires qui ont une expertise sur le médical, qui ont ses compétences et ses capacités. Qui sont prêts à venir et ce grand cœur, voilà, qui veulent venir et nous donner de ça, quoi. Du coup, parrainage, transfert de compétences, on va dire partenariat compétences, partenariat, autonomie avec les jardins, etc. Parrainage, je crois que je l'ai dit. C'est ça. Là, il y a le deuxième centre. Et après, c'est un centre dans tous les départements, dans toutes les régions. Ça, c'est mon rêve pour le moment. Et ensuite, quand on fera ça, il y aura un autre rêve qui viendra. Mais ce sera peut-être dans chaque pays d'Afrique. Mais voilà, en tout cas, là, on est focus sur ça. Stabiliser ici, reproduire ça ici au Sénégal. Bon, de ouf. Bon, en tout cas, du coup, la maison, c'est la maison des rois. Ici, c'est la maison des rois. C'est leur maison. La maison des rois. C'est leur maison. On a Pout. Ok, bah cool. Frérot, moi, ça m'a fait plaisir de ouf. Regarde, on a les gens qui arrivent et tout, carrément. Et... Kumba. Attends, ferme. Merci. Voilà, on a les gens qui arrivent. Moi, je voulais juste du coup finir là-dessus. On va mettre tous les liens en description pour les parrainages, pour l'Instagram. Du coup, là, on va lancer l'Instagram d'ailleurs de la Maison des Rois. Grand frère et sœur à suivre quand même. Ouais, c'est l'association. Ça reste la base. Bien sûr. Ça reste la base. Et voilà, j'ai oublié quelque chose? Non, franchement. C'est carré? Moi, je tenais quand même toi aussi à te remercier. Parce que tu donnes de ton temps, tu donnes de tes compétences, quand on parle de compétences médicales, mais aussi on a besoin de communication. S'il n'y a pas de communication, ça va être très très compliqué pour nous. Et moi j'ai le souvenir de ta première vidéo que tu as fait. Frérot, tu nous as fait prendre un virage. Ça a été la vidéo qui nous a donné du crédit. Donc c'était plus les jeunes de banlieue qui essayent de faire un hôpital. C'était vraiment un truc, ils se disaient « Ah, c'est une association, c'est du lourd. Et c'est grâce à ton montage, à tes compétences à toi. Et moi, en tout cas, je te serai éternellement reconnaissant parce que, comme je te dis, ça nous a fait prendre un virage à un moment où tout le monde nous regardait un peu de haut. Et puis, merci à des gens, ils n'ont pas cru. Ouais, non, personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Moi, dans ce bureau, le jour où tu m'as présenté le projet, comme je t'ai dit, je me suis dit ou c'est des mythos ou c'est vraiment des psychopathes. Ils sont en train de faire un truc, d'où ils vont sortir cet argent, d'où ils vont faire ça. Et je crois que c'était vraiment 2 semaines après, donc j'étais encore dans le truc où j'avais encore notre rencontre dans la tête. Je me suis dit non, il faut que j'aille à Pout. Donc je vais aller à Pout. En plus je connais pas, du coup j'y vais sur la journée et je fais cette vidéo. Et en plus comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la vidéo en 2-2 téléphone, machin. Je crois que j'avais sorti le drone, j'avais quand même le drone et tout. J'avais fait avec le téléphone drone. J'ai monté la vidéo en 2-2. Sur le retour, j'ai fait la voix off dedans et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'avais jamais fait vraiment de vidéo purement comme ça. D'accord. Et ça m'a donné aussi... En fait, je me suis rendu compte à travers cette vidéo qu'en fait, ça avait un impact pour de vrai, tu vois. Et moi, en vrai, je me bats là-dessus. Je me bats sur ça depuis des années, mais à des moments, j'en étais pas conscient non plus. Et en fait, avec cette vidéo-là, je me suis vraiment rendu compte, je me suis dit, ah mais en fait, on a vraiment de l'impact. Regarde, j'ai pris une demi-journée, j'ai dû rester 2 heures, 3 heures sur place. J'ai juste filmé machin, je crois que j'ai mangé avec eux, j'ai sorti le drone, j'ai monté la vidéo, je suis rentré, ça m'a pris la journée. Et on a un impact de ouf. La vidéo, elle a 50 000 vues. Vous, ça vous a rapporté des fonds, ça vous a créé de la crédibilité. Parce que souvent, les gens, ils parlent que d'argent. Mais la crédibilité, c'est important aussi. Bien sûr. Et c'est aussi dans l'inconscient, les gens, ils voient
En fait, ils voient parce que tu pourras pas ramener toute la France à Pout. Ouais, et tous les gens là qui t'ont donné, il n'y a pas tout le monde qui va venir au Sénégal, il n'y a pas tout le monde qui va voir ça. Et du coup, il faut réussir à trouver un outil qui va leur retransmettre un peu ces émotions que toi tu as eues le jour où tu es rentré et que tu as envie de chialer, que moi je suis rentré, j'ai envie de chialer et qu'on a même tous chialé en vrai. Et dernièrement, quand j'ai ramené Adama de Enfant Soleil, je me rappelle, je dis vas-y, viens, on va à Pout, je vais te montrer un projet, etc. On y va. Et quand on est arrivé devant, je me suis dit mais attends, je lui ai même pas dit ce qu'elle va voir. Ah ouais. Et je l'ai regardé, je lui ai dit Adama, t'es prête parce que ça va être dur en fait ce que tu vas voir. Et elle me dit ah Adrien, c'est bon. Elle est rentrée, elle m'a dit Adrien, heureusement que tu m'avais dit ça. Parce que si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas pu. Bien sûr. Et c'était vraiment dur visuellement. Et même pour moi, filmer, c'était dur. Tu dis non, tu peux pas montrer ça. C'est trop dur, ça fait trop la com de la pitié, ça fait trop. Parce que c'est trop violent, mais en même temps, c'est réel. C'est réel. Et si tu montres pas, les gens, ils vont pas capter. Ils comprendront pas. Et tu vois, ils minimiseront toujours. Et aujourd'hui, on va le voir, et là j'ai filmé un petit peu aujourd'hui, et on le voit, il y a beaucoup plus de dignité. Tu vois qu'ils ont retrouvé une dignité ici. C'est notre travail, ça. Hein. Aujourd'hui, c'est de leur redonner cette et des sourires. Moi, j'avais pas un sourire. Hein. C'est ça. Quand c'était l'autre centre, j'ai pas eu une vidéo avec un sourire. Là, j'ai eu des sourires toute la journée. Parce que ça y est, ils sont épanouis. Ils sont là, ils rigolent, ils jouent, ils mangent bien, ils ont du jus, ils ont des bonbons, ils ont droit à des gâteaux. Tu vois, on fait des journées crêpes. Des crêpes, ils n'ont jamais mangé. C'est des enfants normaux. C'est nos enfants. Voilà, c'est des enfants qu'il faut prendre au sérieux, quoi, et considérer comme des enfants, tout simplement. Porteurs d'handicap, oui, certes, mais c'est des enfants. Faut les remettre au cœur de la société, c'est important. Et ici, comme tu l'as dit au début, au Sénégal, il y a quand même encore beaucoup de croyances sur le mystique, sur toutes ces choses-là. Et je pense que c'est le travail aussi de ça, c'est de leur rendre de leur dignité pour que les parents aussi ils disent bah non, attends, je suis fier de mon fils, regarde ce qu'il a réussi à faire, et que les oncles, les tantes et que la société en vrai les accepte. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est le grand combat, et c'est là où c'est le plus dur ici. C'est des combats qu'on a moins en France. Ici, c'est encore, il y a encore beaucoup de boulot. Énormément de boulot. Et on va se battre en tout cas. Nous, moi, c'est ma vie ça. Hein. C'est ma vie maintenant. J'ai choisi de me battre pour eux, et puis voilà, on lâchera pas en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Ça c'est sûr. J'ai une dernière question. Est-ce que tu peux me donner un mot par rapport à tout ça? Et ce sera le mot de la fin. Fierté. Fierté? Ouais, fierté. À donner ensemble. Merci mon frère. Les amis, si vous voulez donner du sens à votre vie là, il faut suivre des gens comme ça là. Merci, on est ensemble. On est ensemble frérot. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens, et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.